Bien, donc bonjour à toutes, bonjour à tous. Avant de démarrer et de présenter notre invité du jour, juste un petit mot pour rappeler que le réseau R2QVT organise tous les ans, depuis la création du réseau, tous les ans, nous organisons une journée d'études. La première a eu lieu à Lyon, la deuxième à Dijon, la troisième à Lille. Et cette année, la journée d'études aura lieu à Aix-en-Provence. C'est une journée d'études qui est organisée donc conjointement par le réseau l'IMPGT, c'est-à-dire l'Institut de Management Public et Gouvernance Territoriale, avec Audrey Rivière qui est parmi nous et Khaled Saboun, qui est également, je crois, parmi nous aujourd'hui. Donc, cette journée d'études aura lieu le 15 mai. Elle est sous forme de communication orale et de posters. C'est une journée d'études qui est pluridisciplinaire, donc c'est l'occasion de discuter entre chercheurs de toutes les disciplines qui sont intéressés par la question de la qualité de vie au travail dans le secteur des soins et participent à cette journée donc des chercheurs. C'est donc l'occasion d'échanger entre nous et puis participent également des professionnels. Donc c'est l'occasion également d'échanger entre les chercheurs et les professionnels. Si vous souhaitez déposer une communication, vous avez encore le temps, puisque nous avons prolongé l'appel à communication jusqu'au 31 mars. Et donc, pour proposer une communication, bien, il suffit que vous tapiez sur Internet R2QVT journée d'études 2025 ou même R2QVT 2025. J'ai essayé tout de suite sur Ecosia, ça marche tout seul. Donc là, vous aurez vous tomberez sur notre site qui vous permettra d'avoir toutes les informations sur cette journée d'études et d'avoir accès à la manière de déposer vos communications. Donc voilà, il y a quelqu'un, il y a Audrey qui est co-organisatrice à Aix qui vient de mettre le lien sur le chat. Donc merci Audrey pour ce lien. Donc, aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir un sociologue. Je crois que c'est la première fois que nous accueillons un sociologue dans nos webinaires. Il s'agit donc de Marc Loriol. Alors Marc, bon, je pense que plusieurs d'entre vous, nous, le connaissent bien. Marc Loriol est directeur de recherche au CNRS. Il est à Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Il mène depuis pas mal de temps, hein, déjà maintenant. Moi, j'ai lu son premier bouquin, je crois que c'était son premier, Le temps de la fatigue, en 2000, je crois. Depuis, il a écrit plein d'autres ouvrages. Donc, Marc mène des recherches sur les approches sociologiques et historiques des risques psychosociaux au travail. Donc, il a écrit sur la fatigue, sur le burn-out, le harcèlement, la souffrance, etc. Il mène des recherches aussi sur la question de la qualité de vie, sur la pénibilité, sur le vieillissement, sur les générations au travail. Ce rapport au sens du travail, rapport le sens du travail, rapport au sens, reconnaissance au travail, font partie, plaisir au travail également, humour au travail. Je crois que tu as écrit un bouquin sur le sujet, Marc. Un Euh, numéro de revue dessus, oui. ok, d'accord, C'est voilà. accessible en Et ligne puis, sur le site des mondes du travail. voilà, et donc tu as écrit Au-delà du stress hein, comme ouvrage avec tes collègues Marie Buscato et puis Jean-Marc Veller. Tu as écrit un ouvrage sur la construction du social qui est paru aux presses universitaires de France. Tu as écrit un ouvrage en anglais, ou tu as dirigé plutôt, je crois, un ouvrage en C'est un ouvrage anglais. collectif, oui. Voilà, Stress and Suffering at Work. The Role of Culture and Society, c'est chez Macmillan. Et puis plus récemment, Marc a écrit un bouquin sur la question de l'addiction au travail. Alors ça va être particulièrement intéressant de t'écouter parce que tu es dans une perspective qui a été peu représentée jusqu'à maintenant dans notre webinaire, mais c'est notre deuxième année seulement de webinaire. Donc, sur la question, tu es dans une perspective constructiviste, qui est une perspective qui risque de bousculer certains d'entre nous, dont moi-même. Donc, ça sera d'autant plus intéressant de t'entendre. Alors, Marc, eh bien, écoute, je te donne la parole pour trois quarts d'heure, 50 minutes, et puis ensuite, on donnera la parole à nos participants. Merci d'avoir accepté d'animer ce webinaire aujourd'hui. Je te donne la parole. Merci Didier.
ta présentation. Je suis toujours content de pouvoir discuter avec des gens qui ont des perspectives complémentaires à la mienne, hein. J'ai souvent cité les travaux de Didier Truchot sur les travailleurs sociaux, notamment qui m'ont beaucoup intéressé sur le burn-out, parce que je pense que les disciplines sont complémentaires, elles éclairent des dimensions différentes d'un phénomène et elles ne sont pas forcément concurrentes ou contradictoires. Alors, la question du sens, vous le savez, puisque Didier a choisi aussi d'en faire le thème de cette année, elle est vraiment tout à fait d'actualité, hein. Dans mes recherches, j'entends depuis au moins une vingtaine d'années les personnes me dire que leur travail perd de son sens. Beaucoup d'enquêtes, y compris très récentes, j'en citais quelques-unes, ou d'études plutôt, vont dans ce sens également. Mais les causes de cette perte de sens, même la définition de ce qu'est le sens au travail, ne fait pas forcément consensus. C'est une question qui est complexe avec une forte dimension intersubjective. C'est un terme auquel les sociologues sont assez attachés, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans le subjectif individuel, j'y reviendrai, mais on est vraiment dans un subjectif qui se construit et qui est partagé collectivement. Donc c'est à la fois complexe, intersubjectif, mais ça joue un rôle, vous le savez mieux que moi, très important de médiation entre les conditions de travail et la santé au travail. Alors dans cet exposé, ce que je propose, c'est de voir comment le sens du travail, de différentes façons, est collectivement construit, négocié, transmis, et d'explorer aussi, dans un deuxième temps, les transformations sociales, économiques qui fragilisent cette construction du sens par le collectif de travail et aussi sa transmission. Alors, qu'est-ce que le sens du travail? Je n'ai pas de définition a priori, hein. Quand les gens me disent que leur travail n'a plus de sens, en fait, on voit que ça recouvre parfois des choses un petit peu différentes. Donc, j'ai repris quelques études récentes, quelques travaux récents, pour voir un peu ce que les gens attribuaient, donnaient comme sens, si on peut dire, à la notion de sens au travail. Donc, une étude menée par une équipe autour du projet Sens, qui interrogeait un certain nombre de salariés, montrait que 29% évoquaient que le sens était lié à l'activité réelle au quotidien, 26% aux valeurs de l'organisation, 26% à la coopération et 12% l'ont relié au métier exercé. Donc on voit déjà plusieurs pistes qui se dessinent ici. Il y a les valeurs, mais ce n'est pas les valeurs individuelles, c'est les valeurs aussi de l'organisation, ça peut être aussi les valeurs du groupe professionnel, ce n'est pas évoqué ici, mais c'est une chose que je vais essayer de développer. La coopération au travail et le travail d'équipe aussi est mis en avant comme étant important pour le sens. Alors, on peut se demander pourquoi, parce que sans doute, ce travail d'équipe permet de valoriser le travail qui est réalisé, mais aussi de le rendre plus efficace et de parvenir à atteindre les objectifs. On verra aussi définir comment ces objectifs peuvent être négociés dans un collectif de travail. Le métier est finalement un petit peu à la traîne, mais c'est aussi une dimension très, très collective. Une autre étude qui avait été menée en 2017, avant le Covid, euh, prenait comme élément qui permettait de créer le sens au travail, apprendre des nouvelles choses, la transmission des compétences, la reconnaissance, intervenir dans un conflit, aider à le résoudre ou comprendre de ses erreurs. Alors, apprendre de nouvelles choses, on voit qu'il y a cette dimension d'épanouissement personnel, j'y reviendrai, de développement de soi. La transmission des compétences, c'est aussi quelque chose qui est finalement assez mis en avant dans cette étude. La reconnaissance, on voit ici qu'il y a des choses qui sont quand même de l'ordre relationnel, pareil pour intervenir dans un conflit. Comprendre de ses erreurs, comme apprendre des nouvelles choses, ça peut être aussi lié à des dimensions individuelles, mais c'est aussi très largement collectif, surtout si on attache à la transmission. On verra que la transmission et l'apprentissage sont des éléments importants, à mon avis, dans la construction collective du sens. Alors là, c'est plutôt un outil d'analyse que propose, mais qui est assez opérationnel. Coralie Pérez et Thomas Coutreau. Ils proposent, pour pouvoir, à partir de dans quelles conditions de travail, évaluer le sens au travail, et mesurer la corrélation de ce niveau de sens au travail avec d'autres variables, par exemple des variables de santé. Ils proposent un indicateur autour de trois dimensions. Euh, L'utilité sociale, la cohérence éthique et la capacité d'agir. Alors l'utilité sociale, on va y revenir aussi, dans quelle mesure on en vient à considérer que ce que l'on fait est utile ou pas, c'est un problème qui se pose, et là aussi je montrerai la dimension collective de cette représentation.
La cohérence éthique, pareil, les conflits éthiques sont liés peut-être à des valeurs personnelles, mais elles peuvent être aussi liées à des valeurs professionnelles. Et la façon de se dépatouiller, si je peux dire, avec des contradictions éthiques, elle peut aussi être gérée collectivement. La capacité d'agir, elle renvoie aussi pas simplement à des marges de manœuvre individuelles, mais aussi à celles que le groupe peut se créer collectivement de différentes façons. Donc c'est un petit peu ces dimensions-là que je vais essayer d'explorer. Alors, je vais procéder avec beaucoup d'exemples de façon à rendre assez concrètes mes analyses, puisque apparemment je suis le premier sociologue à intervenir. Donc, je pense que beaucoup de gens qui assistent à mon intervention connaissent quand même la sociologie assez bien aussi. Alors, pour préciser un petit peu la notion de sens, on entend souvent parler de distinction entre sens intrinsèque et sens extrinsèque. Le sens intrinsèque, c'est celui qui est lié à l'activité. L'activité, on a vu, elle peut être utile, elle peut être intéressante, voire amusante, stimulante. Elle permet de développer ses compétences, de nouer des contacts sociaux. Mais on peut aussi avoir une approche du sens plus extrinsèque, où ce sont les avantages qui sont en quelque sorte périphériques au travail qui vont être mis en avant, avoir un bon salaire, une carrière ascendante, du pouvoir, un métier prestigieux. On met aussi en avant parfois dans ce cadre-là des choses un peu plus précises. Dans mes enquêtes, je vois parfois des gens qui me disent que leur travail leur plaît parce que ça leur permet de voyager, de rencontrer d'autres cultures, d'avoir une voiture ou un appartement de fonction, un accès gratuit ou référentiel à certains biens ou services, notamment ceux que produit l'entreprise où ils travaillent. Alors, distinguer ces deux dimensions est intéressant, mais souvent dans mes entretiens que je mène surtout depuis quelque temps des entretiens biographiques, c'est-à-dire où je demande aux gens de raconter un récit de vie professionnel. On voit que ces deux dimensions sont très souvent imbriquées. Je vais prendre un exemple. Quand j'ai travaillé sur les diplomates, une question que je pose pratiquement dans tous mes questionnaires de récit de vie, dans tous mes entretiens non directs, semi-directifs de récit de vie, c'est de dire quel est leur meilleur souvenir professionnel. Après, je parle du pire souvenir. Là, je m'intéresserai aux meilleurs souvenirs professionnels. Et j'ai été assez surpris que plusieurs diplomates dans mon échantillon m'ont raconté des histoires extrêmement similaires. C'est-à-dire, je la résume un petit peu, voilà, j'étais en poste dans telle ambassade en Afrique, il y avait une guerre civile. On était dans la cave de l'ambassade ou la résidence de l'ambassadeur parce que parfois l'ambassade était bombardée. C'était extraordinaire. C'était extraordinaire parce qu'il y avait une très bonne ambiance. Les barrières hiérarchiques qui sont parfois très fortes au Quai d'Orsay étaient très atténuées. Chacun travaillait en fonction de ce qu'il pouvait apporter et non pas en fonction de sa place dans l'organigramme. On partageait tout, ça me dit, on partageait le vin, le saucisson dans la cave de la résidence. Et aussi, on était en plein cœur de l'actualité. Ils étaient toujours en relation avec le ministère des Affaires étrangères, avec la présidente de la République, pour être au cœur de négociations dans lesquelles la France était médiatrice. Et donc, il y avait à la fois, on va dire, des aspects extrinsèques, la bonne ambiance, la fin du poids de la hiérarchie, mais aussi tout à fait intrinsèque, le travail très intéressant, et puis le fait que bah, tout le monde pouvait participer, même ceux qui n'avaient pas un grade très important, s'ils avaient une connaissance, une expertise qui était pertinente, ils pouvaient l'apporter et puis être directement en lien avec le ministère ou la présidence pour en discuter. Donc, on voit que ces deux dimensions sont imbriquées. Et aussi, ce qui est intéressant, et ce n'est pas quelque chose qui est forcément extrêmement fréquent dans l'entretien de récit de vie, on voit que souvent les personnes expliquent avec une bonne réflexivité comment ils font des choix entre sens intrinsèque et sens extrinsèque aux différents moments de leur carrière. Euh, Au début, bah, certains me disent, je suis jeune, j'ai pas de charge de famille, et donc je choisis de faire telle mission, telle activité parce qu'elle est très porteuse de sens, je me sens utile socialement. Et puis, voilà, je fonde une famille, j'ai besoin d'avoir des revenus un peu plus stables et importants, j'ai besoin d'avoir des horaires plus fixes, donc je vais choisir une fonction dans mon entreprise ou même un autre métier dans lequel eh ben, j'aurai des horaires plus stables, un salaire un peu plus important, même si le travail que je fais me plaît moins ou m'intéresse moins. Donc on voit bien comment il y a vraiment une réflexivité assez forte, en tout cas sur ces deux aspects euh, chez les personnes, et c'est intéressant d'étudier dans les
comment finalement cette réflexité, elle s'inscrit dans un cadre organisationnel, hein. Est-ce que l'organisation permet ou ne permet pas ces changements? Là, je travaille en ce moment sur les récits de vie de policiers, des policiers qui sont en brigade de roulement, étant très tôt le matin ou l'après-midi jusqu'au soir. Quand ils ont des enfants en bas âge, ils peuvent demander d'être en horaire stable. Donc, c'est un autre travail qu'ils vont faire, un travail moins intéressant du point de vue de la hiérarchie des valeurs d'intérêt policier, mais qui leur permet d'être plus stable. On peut aussi évoquer ça, par exemple, avec des soignants, des infirmières qui me disent, bah, j'étais en réanimation pédiatrique, c'était très prenant, un challenge motivant, mais quand j'ai eu moi-même des enfants, j'ai demandé dans un service plus tranquille, à la fois pour des questions d'horaire et pour des questions de rapport au travail. Alors, autre distinction intéressante aussi, mais qui mérite d'être discutée, c'est une distinction proposée par un sociologue suisse qui s'appelle Christian Lalive d'Épinay et qui explique que le XXe siècle, au XXe siècle, notamment dans la deuxième partie du XXe siècle, et moi ça m'intéresse que je suis en train d'écrire un livre sur l'histoire du rapport au travail des années 50 à nos jours, on serait passé d'une éthique du devoir dans laquelle finalement le travail est un des premiers devoirs humains et qu'on l'accomplit pour pouvoir remplir d'autres devoirs, trouver sa place dans la société, devoir de solidarité avec les autres. Chacun doit apporter sa pierre utile à la collectivité, devoir aussi familial, hein. Comme on l'a vu, il faut travailler pour donner les moyens à sa famille de vivre correctement et que finalement, cette notion de devoir, de responsabilité dans une société explique assez bien, en tout cas dans les années 50-60. Et c'est vrai que dans mon livre, je travaille sur des entretiens d'ouvriers, des témoignages d'ouvriers des années 50-60, des témoignages de policiers de l'époque. Ce n'est pas d'entretiens que j'ai fait, mais des témoignages que je retrouve dans des archives ou dans d'autres recherches. Et on voit bien que cette dimension de devoir est assez importante. À l'inverse, Christian-Olivier D'Épinay explique que de plus en plus, dans les années 70, 80, 90, progressivement se développe de façon plus ou moins rapide suivant les groupes professionnels, ce qu'il appelle une éthique de l'épanouissement. C'est-à-dire que finalement, le but de l'activité humaine ne serait plus de remplir son devoir social, au centre duquel le travail occupe une place importante, mais qui est articulé à d'autres formes de devoirs sociaux, on l'a vu, mais et serait de développer ses potentialités, de développer, on l'a vu tout à l'heure dans une des enquêtes, apprendre des nouvelles choses, c'était ce qui était mis en premier comme élément qui faisait partie du sens du travail. Alors, Christian-Henri d'Épinay explique ce passage euh, premièrement, par ce qu'il appelle le développement d'une culture psy. Je pense que c'est un des éléments, mais maintenant je ne le mettrai pas au premier plan. Je pense qu'il y a d'autres éléments qui rentrent en compte et c'est ce que je vais essayer de développer, notamment les dimensions sociales, mésosociales au niveau de l'organisation, macrosociales au niveau d'un groupe plus large, qui font que finalement, la société des années 50-60 soutenait cette notion de devoir, de participation. La société actuelle, qui est beaucoup plus individualisée, qui finalement a transformé, ça a été évoqué, l'idée que dans l'éthique du devoir, finalement, travailler, c'est remplir un devoir, alors qu'aujourd'hui, travailler est presque devenu une sorte de privilège dont les gens devraient être reconnaissants. C'est plus la société qui est reconnaissante aux gens de travailler, mais c'est les gens qui sont reconnaissants à la société de leur donner un travail. Donc, je caricature à peine, mais on retrouve quand même un petit peu une évolution. Et cette individualisation explique pourquoi finalement, puisque le collectif, même à un sens très large, je viendrai tout à l'heure avec des exemples au niveau d'une région ou d'une ville, le collectif ne fournit plus autant de support de construction de sens qu'auparavant. C'est plus à l'individu de construire son propre sens. Et du coup, ça renvoie à une préoccupation pour cette notion d'épanouissement. Dans ma recherche actuelle sur l'histoire du rapport au travail, j'ai vu que l'expression sens au travail ou perte de sens au travail, elle apparaît après, et de façon beaucoup moins forte qu'aujourd'hui, elle apparaît après mai 68,
et notamment autour de réflexions menées par la CFDT, pardon, de tracts de la CFDT, avec un slogan qui a résumé un petit peu ce mouvement-là, ne plus perdre sa vie à la gagner. Mais aussi l'idée finalement que le travail, c'est plus simplement un échange de force de travail contre un salaire, mais c'est aussi une partie importante de la vie des gens, et donc on ne doit pas oublier cette dimension de qualité de vie au travail, puisque c'était le thème de votre réseau. Alors, pour essayer de comprendre un petit peu cette dimension que j'appelle de construction du sens, je vais prendre beaucoup d'exemples dans des secteurs extrêmement variés, ceux sur lesquels j'ai travaillé, parce que j'ai travaillé sur des secteurs assez divers. C'est un peu ce qui me plaît dans la sociologie du travail, c'est de pouvoir explorer des mondes professionnels auxquels j'aurais jamais pu penser accéder autrement. Et donc, on voit dans ces différents milieux professionnels comment finalement ce qui fonde la valeur d'une activité professionnelle, le sens de cette activité, peut être un objet de conflit, de controverse, de désaccord. Le premier exemple que je vais prendre, c'est une étude que j'ai faite au début des années 2000 auprès de conducteurs de bus de la RATP. Et parmi les conducteurs de bus, on va dire un peu plus âgés, notamment ceux qui étaient syndiqués, on nous disait que le sens de la conduite des bus et la fierté d'un conducteur de bus RATP, elle se résumait parce qu'ils appelaient, ce qu'on appelait à l'époque à la RATP, la conduite confort-sécurité, qu'on m'expliquait de la façon suivante. Eh ben, on a très peu d'accidents, on a la compagnie de bus en France qui a le taux d'accident le plus faible, et puis on a une conduite de confort, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de freinage, on anticipe les feux rouges, on anticipe les arrêts. Donc, je cite ce que me disent les conducteurs de bus, la mamie qui est debout dans le bus ne va pas tomber parce qu'on a une. Donc c'est ça qui. Je disais être conducteur de bus, c'est ça. Dans les années 90, on a vu apparaître notamment de la part de la régie pour différentes raisons, à la fois pour anticiper une politique commerciale, on parle déjà à l'époque de privatisation, de concurrence, mais aussi parce qu'il y a une montée des inaptitudes pour motifs psychologiques, c'est-à-dire souvent des conducteurs de bus agressés, verbalement ou même physiquement, qui n'ont plus la possibilité, qui n'arrivent plus à remonter dans leur bus pendant un temps, et donc on va mettre dans des postes administratifs, mais où ils ne seront pas forcément très très productifs. Et donc, ça coûte cher à la régie. Et donc, pour ces deux raisons, il y a l'idée finalement qu'on va s'intéresser à la relation entre le conducteur de bus et les passagers pour gérer à la fois le problème commercial et le problème des agressions. Je me souviens qu'un document à l'époque fait par un célèbre cabinet conseil, Stimulus Conseil, pour ne pas le nommer, avait conclu que seuls les mauvais conducteurs se font agresser, ce qui était quand même une assertion assez osée et assez mal prise, on va le dire, par les conducteurs. Ils entendaient par mauvais conducteur, non pas celui qui conduit, non pas avec la condition de mais celui qui ne serait pas apte à gérer les relations avec les usagers. Ce qui était intéressant, c'est que il y avait aussi une tentative de la RATP dans le même sens de diversifier les recrutements en embauchant des femmes, qui étaient très très rares dans la conduite de bus, et des jeunes issus des quartiers difficiles en pensant que ça allait favoriser l'intégration et les rapports avec les jeunes de ces mêmes quartiers. Politique qui était assez mal vue des syndicats, notamment de la CGT, puisqu'elle créait à leurs yeux un mode d'entrée dérogatoire euh, à, euh, au, au recrutement. Et donc c'était dans ce contexte-là qu'il y avait vraiment cette opposition, mais il y avait aussi un contexte autre qui était, et ça a bien été étudié, y compris par les psychologues de la RATP, ils connaissaient très très bien leur entreprise, mieux que Stimulus Conseil d'ailleurs, et qui disait, il y a un autre problème, c'est la fin des terminaux de ligne. Et c'est vrai que jusqu'aux années 90, il y avait une gestion par terminaux de ligne. Il y avait un chef de ligne à un des deux bouts du terminus. Et il y avait des possibilités d'aller boire un café, de discuter avec un collègue, le responsable de ligne, avant de repartir. Et c'était un moment d'échange. On pouvait partager des informations, des conseils, du soutien. Et ça a été supprimé pour gérer un niveau plus centralisé dans les centres bus, les bus, et ça créait de l'isolement.
isolement qui rendait plus compliqué finalement de donner un sens positif, que ce soit autour de la conduite confort-sécurité ou du service attentionné, comme le disait la RATP, parce qu'on était assez seul face à ces problèmes. Alors, autre exemple, j'ai beaucoup travaillé aussi, un peu après avoir travaillé sur les conducteurs de bus, sur la police, essentiellement les brigades de police secours. Et je viendrai tout à l'heure avec un exemple encore plus précis, mais dans mon approche historique, en ce moment, je reviens sur l'histoire du rapport au travail des policiers des années 50 à nos jours. Et ce qui est très frappant, c'est qu'on est passé finalement d'une vision du travail policier qui est l'idée de maintenir l'ordre dans une collectivité restreinte, autour de l'îlotage notamment, qui est un ancêtre de la police un peu différent, mais de la police de proximité qu'on va essayer de remettre avec difficulté plus tard en œuvre. Et les policiers, et beaucoup d'enquêtes le montrent, disent que ce qui est important, ça n'est pas de faire du chiffre. Au contraire, si on fait beaucoup d'interpellations, ça ne veut pas dire qu'on travaille bien, ça veut dire qu'on ne travaille pas bien. Puisque si on fait beaucoup d'interpellations, c'est qu'il y a eu beaucoup de délits ou de crimes qui se sont commis dans leur circonscription. Donc l'idée finalement que la police doit être là pour réguler les rapports sociaux, s'intégrer à la population pour mieux réguler ces rapports sociaux. Et ce qu'on voit, c'est que cette idée, finalement, elle va disparaître progressivement des années 70 aux années 90, avec plusieurs évolutions. D'une part, des réformes des carrières qui font que les policiers ne sont plus amenés, notamment dans les grandes villes, à faire toute leur carrière au même endroit, mais sont autorisés dans un temps, puis ensuite, à partir de 95, même incités ou obligés, s'ils veulent passer dans la hiérarchie, à changer de commissariat, où on a aussi des transformations de certains quartiers difficiles qui deviennent plus difficiles et en même temps où on trouve de plus en plus que des jeunes inexpérimentés. Et donc la transmission ne se fait plus. Et il est beaucoup plus difficile de donner, on va dire, du sens, un sens positif à cette activité d'îlotage, de relation avec la population. Et de plus en plus, on voit un basculement avec l'idée que, eh ben, un bon policier, c'est quelqu'un qui réprime. Et plus il réprime, plus il est un bon policier. C'est exactement l'inverse de ce qui avait lieu auparavant. Et la transmission de ce que devait être un beau travail au sens des policiers plus anciens se fait de moins en moins. Et il y a finalement une sorte de sacralisation du chiffre parmi les jeunes policiers les plus isolés, qui vont essayer de trouver du sens, non pas dans leur activité elle-même, mais dans leurs résultats chiffrés. J'en donnerai un exemple tout à l'heure. On peut aussi noter, par exemple, à l'hôpital, que la façon de définir le sens de l'activité soignante va être très variable d'un service à l'autre. En soins palliatifs ou en réanimation, on n'a pas du tout la même façon de concevoir le métier qu'en médecine générale, ce qui peut créer parfois des conflits. Par exemple, dans les unités mobiles de soins palliatifs, il peut y avoir des conflits entre la façon dont on définissait le travail en soins palliatifs et en médecine. Et ces conflits vont culpabiliser un peu tout le monde, c'est-à-dire que les gens en soins palliatifs ont le sentiment de ne pas pouvoir bien mener leur protocole. Les gens en médecine ont le sentiment qu'on leur reproche d'être trop indifférents à la mort des malades, ou pas assez les accompagner, alors qu'ils n'ont pas forcément les moyens. On voit ici encore des questions finalement de construction différentes du sens, mais aussi en fonction de facteurs organisationnels, de facteurs techniques propres à chacun des secteurs. Alors, vous connaissez sans doute aussi bien que moi la notion de collectif de travail, qui est utilisée aussi bien par des psychologues que des ergonomes, mais reprise également par des sociologues dont je fais partie. Et cette construction collective, elle s'appuie, elle se nourrit, elle se fait, elle se discute, elle se débat dans ces fameux collectifs de travail. Alors qu'est-ce que c'est, pour le dire de façon un petit peu simplifiée et rapide? C'est que c'est un groupe de collègues donc, qui partagent la même activité, qui parviennent à mettre en débat leur activité, à partager un certain nombre de règles sur ce que doit être le travail bien fait, mais aussi de discuter ces règles, les façons d'y parvenir, le type de relations qu'on doit avoir avec l'encadrement, avec les usagers et les clients, etc. Alors ça suppose de la confiance, ça suppose de pouvoir évoquer ses problèmes sans qu'on ait peur que ça se retourne contre soi. Ça suppose aussi de pouvoir dire des choses sur le travail, la façon de travailler de ses collègues sans que ce soit mal pris forcément par les collègues en question. On voit que tout ça, c'est pas du tout évident. Cette confiance, elle se rencontre assez rarement. Quand elle se rencontre, ça permet parfois de gérer des problèmes éthiques. Alors, un exemple un peu anecdotique, mais qui m'a marqué quand je travaillais avec les policiers. Je fais beaucoup d'observations. Et dans
observation, il y a un moment qui est un petit peu routinier et ennuyeux, c'est le moment où les policiers les policiers de secours font des contrôles routiers fixes, c'est-à-dire qu'ils se mettent à un endroit et ils contrôlent tous les gens qui passent. Et il y a des règles. Est-ce qu'on sanctionne ce qu'on peut sanctionner ou est-ce qu'on ne sanctionne que ce que l'on doit sanctionner, que ce que on a envie de sanctionner? Par exemple, s'il y a plusieurs infractions, un phare cassé, un défaut d'assurance, un ceci, un cela, est-ce qu'on sanctionne tout ou pas? Eh ben, certains disent non, on va faire de la pédagogie. Si la personne reconnaît qu'elle est en tort et qu'elle promet qu'elle va faire son contrôle technique ou qu'elle va régulariser la situation ou afficher correctement on va verbaliser ce qui est le moins coûteux pour lui. D'autres, au contraire, disent on va tout verbaliser. Et là aussi, on verra qu'il y a un aspect d'organisation. Certaines brigades n'ont pas forcément le choix parce que dans les brigades, il y a souvent, il y avait déjà à l'époque en tout cas, une politique de benchmark où chaque brigade devait faire au moins la moyenne du commissariat. Et donc celles qui sont en dessous n'ont pas le choix, ils sont obligés de gratter, comme ils disent, un maximum et d'être des verbalisateurs. Je m'arrête tout à l'heure sur ça. Alors, ça va aussi de gérer les écarts entre le travail prescrit et le travail réel. Là encore, dans la police, c'est assez intéressant. On voit que, mais on peut voir ça aussi à la RATP, certaines règles. Si on applique toutes les règles, parfois on ne fait plus grand-chose parce que ça bloque complètement. Il y a des règles qu'il faut savoir appliquer, sinon on va avoir des ennuis, sinon le travail sera mal fait, ne serait-ce que des règles de procédure. Par exemple, si on ne les applique pas, on aura beau avoir arrêté quelqu'un et la personne va être relâchée parce qu'il y a une erreur de procédure. Et il y a des règles, par contre, lesquelles on peut jouer plus largement sans risquer de sanctions ou sans risquer que le travail soit saboté. C'est aussi réguler l'engagement. Je donnerai un exemple tout à l'heure, trouver une bonne distance entre trop ou pas assez d'engagement. Et je l'ai dit, un collectif, c'est fragile, ça ne se décrète pas, il se construit dans la durée, dans la confiance partagée, mais aussi dans le don contre don. Je prendrai des exemples tout à l'heure. Il est beaucoup plus facile de casser un collectif que de le susciter. Et parfois, le management, volontairement ou non, peut casser les collectifs, que ce soit par le turnover, une polyvalence imposée. Aujourd'hui, à l'hôpital, une des grandes difficultés, c'est qu'on gère la pénurie d'effectifs en baladant les infirmières d'un service à un autre en permanence. Et du coup, ça contrarie beaucoup la construction d'un collectif qui partagera un sens du travail, des valeurs, des priorités qui sont relativement les mêmes pour tous. Et d'ailleurs, bon, souvent, les infirmières expérimentées se disent qu'elles n'ont plus le temps, plus l'énergie de former les nouvelles qui arrivent parce que, elles vont arriver et repartir. Parfois, ça peut être aussi assez volontaire puisque le collectif, ça peut être une force d'opposition, de résistance à des changements d'organisation qui sont perçus comme allant à l'encontre de la qualité du travail, de la qualité de vie, de l'intérêt des salariés concernés. Alors, je reviens sur un exemple particulier pour vous dire comment le collectif, ou son absence d'ailleurs, explique la capacité à réguler ou ne pas réguler finalement l'engagement dans le travail. J'étais appelé il y a quelques années par un collègue pour travailler sur des scènes de musique actuelle. Donc, c'est des structures dédiées aux musiques dites actuelles. Il y en a à peu près une centaine, 120, 130 en France, suivant les périodes. Et il me dit, voilà, je suis bénévole dans une SMAC en région parisienne et il y a beaucoup de problèmes de santé. Il y a eu plusieurs burn-out, des problèmes cardiaques ou dermatologiques que les gens associent à des difficultés dans leur travail. Est-ce que tu ne voudrais pas aller voir ce qui se passe? Donc, moi, ça m'intéressait. En plus, j'aime bien le rock, donc j'ai joint l'utile à l'agréable. Et donc, je me voilà parti dans cette SMAC qui est une SMAC assez historique, on va dire, puisque c'est le directeur de cette SMAC a été à l'initiative avec d'autres de la création du label SMAC, qui a permis justement d'avoir les financements du ministère de la Culture. Avant, c'était uniquement la jeunesse et sport qui finançait ce type d'activité musicale, ce qui pouvait être un peu dévalorisant par rapport à ce qui aurait été de la grande musique, le jazz, la musique contemporaine et la musique classique ou l'opéra. Alors, dans les SMAC, il y a des paires d'objectifs extrêmement intéressants, très valorisants, qui donnent beaucoup de sens au travail, mais qui sont potentiellement contradictoires. On veut promouvoir l'innovation musicale avec une création exigeante. On ne fait pas du commercial, on ne fait pas des choses vues à la télé. Mais en même temps, on veut ouvrir les concerts à un public diversifié, donc socialement, en âge. On veut accompagner des groupes locaux, amateurs et professionnels. On veut faire de l'animation culturelle et sociale. Et là, on voit que tout faire en même temps, c'est assez difficile parce que si on a en innovation médicale, une création exigeante, eh ben, on aura un public beaucoup plus restreint socialement. À l'inverse, si on fait plus du commercial, on aura un public plus large,
mais on ne va pas répondre forcément aux premiers impératifs. Alors, dans la première SMAC, qu'on est allé voir avec Lynn Spillman, qui était une doctorante à l'époque et maintenant docteur en sociologie, on est allé voir, il y avait cette idée que les gens étaient trop passionnés. C'était assez paradoxal, mais ils disaient, nous, le problème, c'est qu'on est trop passionné, on n'arrive pas à s'arrêter de travailler. Et c'est vrai, tout le monde travaillait beaucoup, beaucoup trop, beaucoup plus que 35 heures et s'épuisait dans son travail. Et une des raisons à cette fuite en avant, si on peut dire, c'était finalement qu'il n'y avait pas d'accord sur la priorité et du coup, volonté de poursuivre tous les objectifs en même temps. On voulait qu'à chaque saison, les 2 saisons par an, tous les styles musicaux soient représentés. Il n'y avait aucun amateur dans l'équipe de rap hip-hop. On faisait un concert de rap hip-hop, ça créait beaucoup de questionnements et d'interrogations pour ceux qui organisaient ce concert. Et à chaque fois, hein, il n'y avait jamais un concert qui était totalement réussi. D'ailleurs, on a demandé à tout le monde, on a interrogé 13 personnes en tout dans cette SMAC. On a demandé aux 13 personnes quel était leur meilleur souvenir, le concert le plus réussi personnellement. On a eu 13 réponses différentes. Dans une deuxième structure qui d'ailleurs avait renoncé au label SMAC, que j'ai décidé d'aller voir un peu après pour comparer, parce que j'étais assez intrigué par ce que j'avais vu dans la première SMAC, en observation et en entretien. Il y avait une approche assez différente. Les gens avaient décidé, donc avant que j'arrive, hein, je ne l'ai pas observé moi-même, mais de se spécialiser sur les musiques du monde, le rap hip-hop, et de privilégier l'intégration des publics locaux. C'était dans le 93, donc les publics locaux avec assez jeunes et parfois en partie issus de l'immigration. Donc ces deux styles musicaux avaient plus d'écho auprès des publics locaux. En même temps, il était question d'intégrer ces publics locaux, pas simplement en les faisant venir au concert, mais en les faisant partager. Par exemple, il y avait des ateliers d'écriture avec des rappeurs, avec des classes de collège ou de lycée, un atelier photo, des choses comme ça. Et donc, il y avait 9 personnes permanentes dans cette SMAC. On en a interrogé 7. Et les 7 nous ont tous donné le même exemple de concert réussi, qui était un concert qui alliait un groupe de musique du monde relativement connu à l'époque et avec des musiciens et une génération plutôt plus âgée, et un concert de rap hip-hop en première partie avec un jeune groupe local qui commençait à monter et à se faire connaître. Il y a eu, comme je l'ai dit, des ateliers d'écriture, des rencontres au préalable, un atelier photo qui a donné lieu à une exposition. Il y a eu après les deux groupes ont joué ensemble à un moment donné sur scène. Il y avait toutes les générations qui étaient présentes dans la salle, et c'est ça qui a fait que c'était à leurs yeux l'exemple le plus réussi et le plus abouti. Et ce qui était intéressant, c'est que les gens étaient très passionnés dans ce SPAC. Ils travaillaient beaucoup aussi, mais ils arrivaient à limiter leur temps de travail. Les gens me l'ont dit. On travaille beaucoup, mais par rapport à d'autres expériences qu'on a eues auparavant, eh ben, on arrive quand même à voir notre famille, à dégager du temps des week-ends, des choses qu'ils ne pourraient pas faire auparavant. Alors, Lynn Spielman est allée dans deux autres SMAC, j'en cite une en vitesse qui était intéressante parce qu'il y avait un conflit entre la municipalité et le directeur de cette SMAC. Et le directeur estimait que pour pouvoir gérer au mieux ce conflit, il fallait qu'il contrôle tout parce qu'il avait peur, d'une part, qu'il y ait des attaques directes de la municipalité sur des choix de ses subordonnés, mais aussi que les choix des subordonnés me mettent encore plus en difficulté. Et donc, les subordonnés, notamment le programmateur, qui est un peu un poste clé, puisque c'est lui qui donne un peu la couleur musicale de la SMAC, se sentait totalement inutile. Se sentant inutile, avait le sentiment que son travail n'avait plus d'intérêt et il attendait d'avoir un poste ailleurs pour pouvoir quitter la. Donc on voit bien comment on a encore un mix de collectifs et d'organisations qui déterminent comment on arrive à construire et réguler un sens du travail spécifique dans chacune des structures. Alors, ce qui est aussi important à comprendre, c'est que ce collectif, et là c'est peut-être un apport plus de l'anthropologie et de la sociologie que de la psychologie et de l'ergonomie que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est que pour l'entretenir, il faut on s'est basé souvent sur des échanges qui vont créer du lien dans la durée. C'est ce que l'anthropologue Marcel Mauss avait montré au début du XXe siècle et que Norbert Alter, pardon, qui est sociologue à Dauphine, a appliqué plus récemment aux organisations. Et ce que montrait Marcel Mauss, et ce que reprend Norbert Alter, c'est que le don
est très différente de l'échange marchand parce que le don ne crée pas une réciprocité équivalente et obligatoire. Si vous invitez les amis à manger chez vous, ils ne sont pas obligés en retour de vous inviter à manger chez eux. Par contre, s'ils le font, parce ils ont trouvé que le repas s'était bien passé, il avait été sympathique, et ben, ils vont créer un lien qui va se nourrir de plus en plus. On va apprendre à se connaître, à s'apprécier, et on va s'inviter de plus en plus les uns les autres. Donc, le don, que ce soit envers les collègues, envers l'entreprise, envers le groupe, favorise la coopération. Il permet la coopération de l'apport de chacun, parce que chacun, dans un collectif de travail, dans une équipe, peut apporter des choses un petit peu différentes, qui ne sont pas forcément commensurables entre elles. On a parlé de l'humour au travail tout à l'heure. Quand on regarde, il y a parfois dans une équipe celui qui est un peu chargé d'être celui qui va mettre la bonne humeur, apporter des choses. C'est pas forcément directement utile au travail, mais ça apporte quand même quelque chose à l'équipe. Et aussi, surtout, donner, c'est gratuit, au sens où on ne le fait pas parce on attend une rétribution automatique et équivalente en retour. Ça manifeste une certaine marge de liberté. On le voit bien, par exemple, dans les entreprises industrielles. J'en parlais tout à l'heure, parce que mon avant-dernier livre portait sur l'histoire d'une entreprise de l'Est de la France. Euh, Produire, par exemple, pour les gens qui partent à la retraite, un petit cadeau qu'on va faire avec le matériel et les matières premières de l'entreprise, mais sur son temps personnel qu'on va usiner. C'est un moyen de don aussi qui symbolise en quelque sorte le remerciement qu'on a, que cette personne a apporté à l'équipe, aux collègues, toute sa carrière, quelque chose. Donc, par contre, l'absence de contre-don, elle sape l'engagement. S'il n'y a pas de contre-don, les gens vont s'arrêter d'être dans cet échange et vont se replier sur eux-mêmes et ça va saper la coopération. Mais ce don contre don, c'est pas simplement un concept sociologique ou anthropologique, c'est quelque chose qui est très très présent dans les têtes des salariés. Je vais prendre juste un exemple pour le démontrer. J'ai eu l'opportunité d'assister à un entretien d'embauche d'un jeune cuisinier dans un hôtel 4 étoiles en Bretagne. Pour des raisons un peu hasard, j'ai été assisté à plusieurs entretiens. Et donc, notamment, il y avait deux cuisiniers, mais d'autres personnes qui étaient embauchées par cet hôtel. Et le cuisinier explique que voilà, on a une cuisine qui est très importante dans l'identité de l'hôtel. C'est vrai, la cuisine était un peu la réputation de l'hôtel. On a un style culinaire qu'on construit ensemble, qu'on a envie de développer. Donc, on va t'apprendre, tu vas beaucoup apprendre avec nous, avec ce style, mais on va essayer de te donner petit à petit de plus en plus d'initiatives. Et puis, à ton tour, tu pourras, puisque tu as une formation, tu as une expérience aussi, apporter ce style et puis aussi transmettre à d'autres qui vont arriver plus tard. Et puis, il explique, il demande plutôt, j'ai une question, c'est pas un piège. Est-ce que tu envisages un CDD ou un CDI? Et le jeune, un peu gêné, dit, je suis un peu gêné parce que ma copine n'a pas fini ses études. Donc on est en Bretagne, elle ne sait pas si elle va trouver du travail correspondant à son diplôme en Bretagne, et je serai peut-être amené à partir. Et là, le chef lui répond, mais t'inquiète pas, je t'ai dit, nous on est une équipe très humaine. Si ta copine ne trouve pas de travail en Bretagne et qu'elle doit partir, on comprendra que tu t'en ailles. Alors ça paraît un peu étrange d'un point de vue purement formel, cette idée. Parce que si le jeune est en CDI, rien ne l'empêche de démissionner et de partir. Simplement, il ne le fait pas, en tout cas, il ne pense pas pouvoir le faire dans la mesure où il a bien compris qu'il y avait une sorte de contrat moral, de don contre don, qui s'instituait. Et qu'on lui a bien dit, même si ça n'a pas été explicitement, que s'il y avait un apprentissage, c'était aussi parce qu'on espérait qu'après, il y aurait un cuisinier qui rentrerait dans le style culinaire et qui apporterait lui-même des choses à l'équipe. On voit bien comment ce don contre don, il est vraiment présent dans les têtes. Et parfois, quand on interroge d'ailleurs des jeunes qui sont dans leurs premiers emplois, ils le disent, parfois ils ont le sentiment que ils se sont engagés, qu'il n'y a pas eu de retour, et d'autres moments, au contraire, on a l'impression qu'on ne voulait pas qu'ils s'engagent, donc ils ne se sont pas engagés. C'est des éléments qui peuvent être bien perçus, même s'ils ne sont pas forcément si explicitement évoqués. Alors, je vous ai dit que je reviendrai sur l'exemple de police secours. Je vais peut-être aller assez vite, mais je pourrais laisser mon PowerPoint parce que je vois que le temps avance. Très rapidement, dans un des commissariats où on est allé, c'était intéressant, en police secours, il y a trois brigades, J1, J2, J3.
qui assure la journée, c'est-à-dire de très tôt le matin, 5 ou 6 heures, suivant si on est en petite ou grande région parisienne, de petite couronne ou grande banlieue. Et Marc, tu as là, encore avec une heure de 12-15 minutes, hein, il n'y a Oui, oui, pas... oui. J'ai OK. encore quelques diapos, mais je pense cet exemple n'est pas inintéressant parce que là, encore une fois, on illustre bien comment chaque fois se construit un centre du travail qui peut être assez différent. Et donc, il y a trois brigades, J1, J2, J3. Je ne les ai pas forcément mises dans l'ordre parce que ça n'a pas d'intérêt. Mais j'ai remarqué qu'il y avait trois styles très différents de chacune des brigades et trois rapports au travail qui étaient également assez différents. La première, je l'ai appelée brigade décontractée, où il y avait beaucoup de blagues, une bonne ambiance apparente. Je dis apparente parce qu'on voit qu'il y a aussi des failles. Et les relations avec le public sont généralement assez peu tendues parce que, pour deux raisons. La première, c'est qu'il y a cette capacité justement à utiliser l'humour. C'était assez intéressant parce qu'on voyait bien quand il y avait des équipages, il y avait deux jeunes gardiens de la paix, notamment un Antillais qui était très volubile. Et quand il s'agissait de calmer quelqu'un, alors peut-être pas une personne âgée raciste, mais dans ce cas-là, c'était quelqu'un d'autre qui intervenait, mais une personne jeune, qu'elle soit d'origine étrangère ou pas d'ailleurs, il était très efficace, et mieux, plus efficace que ses collègues, qui avaient vraiment une vraie compétence relationnelle qui était utilisée par les équipages. Et ça plaisantait pas mal. Et aussi, un autre élément intéressant, c'est que dans cette brigade-là, c'était assez décontracté également parce qu'ils avaient les meilleurs chiffres du commissariat. Et que je dis, le commissariat est soumis à une politique de benchmark et que l'objectif, c'était de faire au moins la moyenne du commissariat. Donc, ils étaient toujours au-dessus et ils n'avaient pas de pression. L'autre brigade était, que j'appelais professionnelle parce que le style était, on va dire, plus professionnel, au sens où la chef de brigade était un peu plus distante, ça rigolait moins. Ah oui, j'ai oublié de dire aussi que dans la brigade décontractée, il y avait quand même des failles. Une des failles, c'est quand même les blagues salaces envers les policières, que certaines le vivaient assez mal. Et d'ailleurs, quelques temps avant qu'on arrive dans ce commissariat, il y a une jeune femme qui a demandé à être changée de brigade parce qu'elle parlait de harcèlement sexuel dans la brigade décontractée. Donc il y a aussi des aspects moins reluisants dans cette brigade-là. Brigade professionnelle, la chef de brigade est une femme et en plus elle est la seule à avoir, alors pas dans le commissariat mais dans un autre commissariat du département, être passée par la brigade anticriminalité. C'est la seule femme du commissariat à avoir été en bac et la bac c'est vraiment assez prestigieux pour les gardiens de la paix. C'est la super police qui fait des interpellations, des flags, etc. Et donc, elle avait une certaine légitimité professionnelle, mais aussi des compétences que les policiers avec qui elle tournait, que j'ai suivis, disaient, elle a un regard de bac. Un regard de bac, c'était vrai. C'est-à-dire qu'elle était capable de repérer dans l'environnement tous les symptômes, tous les signes qui pouvaient montrer qu'il y avait un délit qui était éventuellement en train d'être commis, des choses que personne, encore moins moi, qui était dans la voiture de police, ne voyait, mais qu'elle voyait. Et puis elle apprenait à ses subordonnés à aller creuser les affaires, à faire alors qu'ils appellent, les policiers appellent une belle affaire. Alors, en police secours, une belle affaire, c'est pas d'arrêter un grand bandit, mais c'est d'arrêter un petit délinquant qui a commis un petit délit. Et l'incitait aussi à bien faire la procédure, à suivre cette procédure. Ce qui faisait qu'ils avaient un peu moins de chiffres, mais ils restaient au-dessus de la moyenne. Parce qu'il y avait une troisième brigade qui, elle, n'allait pas bien du tout, qui était ce que j'appelle la brigade tendue, parce qu'il y avait une forte tension entre une partie des membres de la brigade et le chef de brigade. La brigade tendue, pour comprendre pourquoi elle est tendue, il faut dire qu'elle avait les moins bons chiffres et que la commissaire faisait une très forte pression sur le chef de brigade. Le chef de brigade répercutait la pression sur ses subordonnés. Très forte pression, à tel point que le deuxième jour, il m'invite dans son bureau pour me parler. Il dit qu'il ne voulait pas faire d'entretien avec moi parce que c'était trop difficile, mais qu'il voulait me parler quand même. Et il me montre une balle qu'il a limée et qui me dit, voilà celle que je m'avais dans la tête le jour où la commissaire ira trop loin. Ça veut dire à quel point c'était quand même tendu. J'essaie de faire un signalement discret à la commissaire, mais elle n'a pas trop voulu l'entendre. En tout cas, il ne s'est rien passé. Quelques années après, ce monsieur est parti et il n'a jamais tiré les balles dans la tête, mais c'était quand même assez difficile pour moi comme expérience en tant que sociologue. Et surtout, il y avait une assez mauvaise ambiance dans la brigade, avec des policiers anciens qui ne supportaient pas qu'on axe tout sur le chiffre, et puis des jeunes, et souvent des jeunes qui étaient des femmes, et notamment la fameuse jeune femme qui a été victime de harcèlement, elle s'est retrouvée dans cette brigade tendue. Mais le chef de brigade était plutôt apprécié des jeunes femmes parce qu'il était assez, on va dire, strict et un peu paternaliste, assez paternaliste, au sens protecteur envers ces jeunes policières. Donc on voit trois façons très différentes de donner du sens au travail.
et qui sont liées aussi à des modes de management, d'organisation, mais aussi à l'histoire des brigades, leur composition, l'évolution de l'histoire des brigades. Il faut aussi savoir que la brigade tendue, il y avait 11 gardiens de la paix dans les deux premières brigades et 10 dans la seconde, donc il y avait un effectif de moins et plus de jeunes femmes inexpérimentées. Donc le chef de brigade répugnait à mettre deux équipages en permanence sur la voie publique parce qu'il ne voulait pas un équipage exclusivement constitué de femmes ou de jeunes peu expérimentés pour éviter qu'il y ait des situations qui dérapent. C'est logique qu'il ait les moins bons chiffres, c'est ce que j'ai expliqué à la commissaire, mais elle n'a pas trop voulu m'entendre. Et il y avait aussi dans ce commissariat-là, on a eu 4 commissariats, une police urbaine de proximité, ce qu'on appelait avant l'îlotage, qu'on appelait aussi la police de proximité, qui était beaucoup plus petit. Il n'y avait que 7 gardiens de la paix plus un chef de brigade dans cette brigade-là. Et là, c'était intéressant parce qu'on avait que cela appelle une grande anomie, c'est-à-dire pas du tout de partage au sein de la brigade, de l'équipe, on va dire, de valeurs, de règles, de sens commun à leur engagement. Pour dire très rapidement, il y avait une majorité de gardiens, 3 sur 7, qui étaient là un peu pour des raisons qui n'étaient pas liées au travail, extrinsèques, hein, dont un qui était là parce qu'il avait des jeunes enfants et que sa femme était partie, donc il devait avoir des horaires de journée. Donc il a choisi la mort dans l'âme d'être dans cette brigade-là, alors que ça n'avait pas de sens pour lui par rapport à la brigade de roulement. Donc qui était plutôt un peu en retrait, qui s'investissait le moins possible. Il y avait deux policiers qui disaient, c'était assez amusant, on est un couple professionnel dont une femme qui avait aussi une expérience assez importante de police secours, mais qui avait choisi d'aller en police de proximité pour justement faire un travail avec la population et avec un de ses jeunes collègues, ils étaient toujours ensemble, et ils essayaient de développer des initiatives visant à nouer des contacts avec la population, par exemple surveiller les vols et pickpockets sur les marchés avec la participation des commerçants du marché, des choses comme ça. Donc, était à la fois une façon de sentir utile à la population, mais aussi d'être plus efficace parce que, avec les informations qu'on pouvait avoir, on pouvait plus facilement détecter les pickpockets. Et il y avait deux policiers jeunes, deux jeunes garçons qui étaient assez atypiques parce que eux se sentaient un peu déçus d'avoir été nommés dans cette brigade de police urbaine de proximité. Pour eux, ce n'était pas du vrai travail policier. Ils rêvaient de faire du vrai travail policier, des interpellations, des flags, etc. Et donc, c'était assez paradoxal. C'est parce qu'ils, pour se dire qu'ils étaient quand même des vrais policiers, ils se rabattaient sur le chiffre. C'était les seuls à les consulter. D'ailleurs, c'était assez cocasse parce que j'avais demandé à la commissaire de voir les effets, les statistiques. Et elle m'a dit, il faut demander la direction, l'autorisation à la DDSP, au département. Et au final, j'attendais, j'avais pas cette autorisation. Et voilà que je suis ces deux jeunes policiers. Et puis je monte avec eux au niveau de l'administration. Et là, je vois que c'est affiché sur un mur que j'avais jamais vu auparavant. Et donc, j'ai pu renoter les chiffres et puis j'ai à savoir quelles étaient les brigades qui avaient les moins bons chiffres et les meilleurs chiffres. Et eux allaient régulièrement consulter les chiffres parce que c'était d'autant plus paradoxal qu'étant une brigade police urbaine de proximité, ils n'avaient pas d'obligation de chiffres, contrairement aux 3 autres, pardon. Qui eux avaient une obligation de chiffres qui était de faire au moins la moyenne des 3 brigades. Et donc, c'était assez paradoxal et parfois, ils en venaient à négliger leurs interventions qu'on leur avait demandées pour faire plus de chiffres. On voit que le chiffre devient en quelque sorte un substitut, un palliatif pour un sens qui ne se construit plus autrement dans leur activité parce qu'ils pensent que la police de proximité n'a pas de sens. Alors, autre élément important, je vais être assez rapide sur cet élément-là parce qu'on approche de la fin. J'ai travaillé sur l'histoire d'usines à Beaucourt, qui sont des Beaucourt, c'est dans le territoire de Belfort, tout près de la frontière avec la Suisse et où j'ai interrogé des retraités. Et j'ai aussi fait un travail sur Archive, c'est aussi une entreprise où une partie de ma famille a travaillé, ce qui explique le choix de l'intérêt pour cette usine. Et ce que j'ai noté, c'était une très grande fierté locale dans cette entreprise pour ce que faisait l'entreprise. Les entretiens m'ont tous rappelé les grandes productions marquantes. Mais cette fierté, tout le monde m'a expliqué aussi qu'elle va être mise à mal par les fermetures notamment de l'usine de machines à écrire, mais aussi les baisses d'effectifs, les changements de gestion de la main-d'œuvre dans les années 90, où on va embaucher des jeunes censés être plus qualifiés, et donc on ne transmettra plus finalement les savoir-faire des anciens
vis-à-vis des jeunes et ça va créer des problèmes de relationnels de génération qui vont être très mal vécus par les plus anciens. Alors, très rapidement, il y a une enquête aussi de Sir Michel Pinson sur les Ardennes qui montre aussi comment finalement la fierté du travail, le sentiment de faire un beau travail, il se construit aussi, même dans la durée, historiquement, sur une histoire locale très forte, ici dans la région de Nouzonville, dans les Ardennes, et qu'elle peut également être mise à mal par les problèmes économiques et de gestion. Alors, je voulais parler aussi des préparateurs de commandes, mais je n'ai pas trop le temps du télétravail, je viendrai peut-être dans les questions, et conclure très rapidement parce que j'ai plus trop le temps, mais ce que j'essaye de montrer à travers tous ces exemples, c'est que il faut Tu peux dépasser prendre le encore niveau quelques du... minutes, Oui, Marc. oui, d'accord, mais je pense Ça après dans les commence. questions, s'il y a des gens qui sont Ok, intéressés par ok, ok. Oui, oui, tu le as raison. télétravail ou ce que j'ai pu dire, j'y reviendrai. Mais disons que ce que je voudrais souligner là pour punir, parce que j'arrive aux 50 minutes d'après mon chronomètre, c'est que ces dimensions collectives, dont on le voit, peuvent être lues à différents niveaux d'analyse, au niveau de l'équipe, au niveau de l'organisation, au niveau plus local d'une région ou d'une ville, notamment une ville qui a une mono-industrie comme à Beaucourt, comme c'était le cas pendant longtemps à Beaucourt, la ville que j'ai étudiée. Euh, il y a cette dimension très forte de collectif dans le sens. Donc le sens n'est pas une affaire individuelle. Et quand je regarde beaucoup de travaux sur le sens du travail, je vois que très souvent, on rattache ce sens du travail à quelque chose qui serait propre à un individu, à une personnalité, à finalement un type de rapport au travail. Et c'est souvent paradoxal parce que en même temps, on peut attribuer les choses à un individu particulier, mais aussi ses personnalités à tout un groupe. J'ai pas le temps de le développer, mais je pourrais y revenir. Quand on parle, j'ai travaillé là-dessus aussi, la génération X, la génération Z, ça me paraît toujours assez audacieux de dire la génération Z, elle est ceci, la génération Z, elle est cela, sachant que dans une génération, il y a des gens extrêmement différents, hein. Entre un jeune de Beaucourt qui sort avec un bac pro et un jeune de Paris qui sort d'une école de commerce, il y a tout un monde, tout un ensemble d'opportunités extrêmement différentes, des parcours extrêmement différents. Et par ailleurs, comment on peut dire que un rapport au travail, un sens du travail qui serait individuel se retrouverait dans toute une génération? Puisque justement, la génération, si elle est différente des précédentes, c'est peut-être parce qu'elle a vécu des expériences différentes, et non pas parce qu'elle est intrinsèquement ou par nature différente. Donc il y a, à mon avis, un gros paradoxe là qui est souvent négligé. Et d'ailleurs, il y a aussi beaucoup de... Quand on compare le sens du travail des jeunes et des moins jeunes, on compare, par exemple, le sens du travail chez les Z aujourd'hui, souvent des gens plutôt diplômés dans des grandes villes, avec le sens du travail chez les X qui sont en fin de carrière, et qui parfois sont dans des postes à responsabilité, qui ont fait des belles carrières, qui n'ont pas quitté le milieu aussi. Parce que justement, ceux qui n'ont pas supporté ou qui n'ont pas trouvé leur intérêt dans un travail ont peut-être fait des expériences et sont allés voir ailleurs. Ceux qui sont restés, ceux qui ont justement trouvé du sens, ont réussi à construire du sens dans leur parcours. Et donc, ça n'a pas de sens de comparer des X d'aujourd'hui avec des Z d'aujourd'hui. Il faut comparer les X d'autrefois quand ils rentraient dans le travail avec les Z. Et quand on fait ça, on se rend compte que les différences sont beaucoup moins importantes. D'autant plus qu'encore une fois, une génération, c'est très hétérogène. C'est pas, tout le monde n'est pas pareil dans une génération. Donc finalement, et c'est une piste de réflexion aussi que je n'ai pas développée, mais sur laquelle je travaille beaucoup, que j'ai évoqué rapidement avec mes récits de vie, c'est que l'individuel pour le collectif, on le retrouve essentiellement dans les parcours, les trajectoires, les biographies. Et c'est-à-dire comment un individu qui va traverser plusieurs univers professionnels qui va être plus ou moins socialisé, plus ou moins intégré dans cet univers professionnel, qui va s'y reconnaître, y trouver sa place ou moins y trouver sa place, va rentrer dans un système d'échange, de transmission, de don contre don, un collectif de travail, ou au contraire ne va pas intégrer ces systèmes d'échange, de don contre don, un collectif de travail, vont vivre très différemment leur travail, donc vont avoir un sens du travail, un rapport au métier, un rapport à l'entreprise, un rapport à l'activité qui va être extrêmement différent. Tout ça pour dire que l'individuel, il est pris en compte chez les sociologues peut-être de façon un peu différente de ce que la psychologie, en tout cas la psychologie standard et dominante, peut approcher. Voilà, donc je m'arrête parce que d'après mon chronomètre, je suis à 53 minutes et je suis prêt à revenir sur des points ou à préciser des questions en fonction des remarques ou interrogations des personnes. Et merci beaucoup de m'avoir écouté.
Eh bien, merci Marc pour cet exposé très, très riche avec tout un ensemble d'exemples venant d'horizons très, très divers, très diversifiés.